Riyad. Est-ce que Riyad est dans le coin? Il arrive comme une rockstar, on peut l'applaudir. Riyad Boulanois. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Merci pour ta présence. Merci Alexandre. Et bonjour à tous. Pour ce passage de la journée, on est sûrement face à l'invité qui a le plus de bouteilles. Vous avez vu que nos premiers invités, par exemple avec Fempo, étaient assez jeunes, première création d'entreprise. Je sais pas comment je dois le prendre. avec Riyad, c'est la sagesse, c'est l'expérience qu'on accueille. Combien d'entreprises tu as pilotées, créées dans ta vie, Riyad? J'en ai piloté 1, 2, 3, 4 et 5 entreprises. 5 entreprises. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer par ton parcours? Parce que je sais qu'il y a plein de personnes ici qui ont des questions sur l'émission de télé de Riyad. On va y venir, ce qu'il fait avec Mouloud Achour, on va en parler. Mais ce qu'il faisait avant et son parcours, moi quand je l'ai écouté et que j'ai rencontré la première fois, j'ai pris une grosse claque. C'est pas le genre de mec qui se pose des questions, Riyad. Il a pas peur de grand chose. Enfin, tout ce que j'ai senti. Est-ce que tu peux nous parler d'où tu viens, t'es né où, t'as grandi où, est-ce qu'il y avait des entrepreneurs autour de toi? À quel moment t'as décidé de créer ta première boîte? Alors, moi je suis né à Lyon. Et je suis pas du tout issu d'une famille d'entrepreneurs. Mon père avait essayé de lancer un commerce qui n'avait pas très très bien marché. Donc je peux pas dire qu'il faisait un peu la gêne de ma mère, et je peux pas tellement dire que ça a été un super modèle pour moi, sinon d'avoir envie de réussir. Donc ça a commencé un petit peu comme ça. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai toujours été passionné, moi. J'étais quelqu'un de passionné depuis que je suis môme. J'étais passionné de technologie, j'étais passionné d'électronique. Donc si bien que en fait j'en ai fait mon cursus scolaire et professionnel, et j'avais toujours dans la tête de me dire j'ai quand même envie de monter une boîte. Alors j'étais quand même bien découragé, en particulier par l'entourage. Parce que pour ma maman, ça marchait que pour les autres. Pour ma grande sœur, qui avait 6 ans de plus que moi, elle me disait, vas-y, lance-toi, comme ça tu vas te planter, au moins tu verras. Enfin, c'est très encourageant, enfin voilà. Et donc, je me suis retrouvé un peu tout seul, avec une forte volonté de créer, et comme presque tous les entrepreneurs, créer, mais je savais pas bien quoi. Voilà, donc je savais pas bien quoi, il me fallait un prétexte. Donc au départ, on s'était lancé. Donc après, j'ai fait une école d'ingénieur et j'étais ce qu'on appelle le geek, le tech, et je m'étais donc associé avec le triptyque de la mort, financier et commercial, et donc tech. Et puis on était parti dans les années 2000, juste à la fin de l'explosion de la bulle Internet. On était parti lever des fonds, c'est-à-dire qu'en gros, on cherchait des investisseurs qui allaient pouvoir payer nos salaires et nos bagnoles, et qu'on allait dépenser leur argent. Tout ça sans qu'ils aient aucune part dans le capital, bien évidemment, parce que si ça marche, c'était quand même grâce à nous. Voilà, c'est ça qu'on a cherché, et en fait, on n'a rien trouvé. On n'a rien, enfin, on en a vu plein, hein. Ils étaient tous very exciting, amazing, machin, mais à la fin, c'était non. Mais c'était quoi l'idée, juste alors, même. Alors effectivement, alors j'avais un financier et un commercial, et il fallait qu'on trouve des projets pour les investisseurs. Alors au départ, on était parti sur des blocs courant porteur, les mêmes que vous utilisez sur vos box. Sauf qu'on n'avait absolument aucune expertise, aucune crédibilité, aucune légitimité à faire ça. Et donc, en fonction des investisseurs qu'on avait, on avait des business plans à 5 millions d'euros, je me rappelle, un autre business plan à 15 millions d'euros. Donc, en fonction si on allait sur toute la planète, et Mars inclus, ou si on allait uniquement et qu'on restait à Alfortville, on avait des trucs un petit peu différents comme ça. En tout cas, on y a cru. Et la vérité, c'est qu'on y a cru comme quand on croit, à peu près de la même façon comme quand on joue au loto, là, et qu'on attend le tirage. On y a cru, à chaque fois on y croyait. Ça nous a tenu, je sais pas, un an et demi. Mais le problème, c'est que les fonds du départ, ils commençaient à descendre très sérieusement. Un des premiers associés avec qui j'étais m'a dit, écoute, je vais trouver un boulot, un vrai. Je lui ai dit, je te comprends. Le deuxième m'a dit, non, moi je reste encore un peu. Et puis 6 mois après, il m'a dit, je vais faire comme le premier. Et donc du coup, je me suis retrouvé seul avec une boîte qui faisait rien. Et t'avais quel âge? J'avais 20 que je te dis ça, c'était en 2000, donc j'avais 27 ans. Voilà, j'avais 27 ans.
Donc, vous aurez calculé que j'en ai 45, puisque tu as bien précisé que j'étais le sage de cette réunion. Et donc, bah voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc, j'avais ma grande sœur que j'entendais dire, qu'est-ce que je t'avais dit? J'entendais ma mère en filigrane, c'est pas pour nous. Les autres, ça marche, mais c'est pas pour nous. Et donc, je me suis dit, ben, on va repartir des fondamentaux, quoi. Déjà, qu'est-ce que je sais faire et à qui je peux vendre ce que je sais faire. Et donc, comme on était 3 en développement informatique, moi, j'ai été revoir les gens, et en particulier une société qui s'appelait Ingenico, avec qui on travaillait. Je leur ai dit, bah voilà, j'ai monté ma boîte. Vous savez ce qu'on sait faire. Et ben, on va recommencer par là. Et puis là, j'ai pris du coup la casquette de commercial que je pensais pas avoir. On m'avait convaincu que j'étais qu'un techos et que je pouvais parler qu'en binaire. Et puis, bah, de toute façon, j'avais pas trop de choix. Donc, il a fallu que j'aille voir. Donc, on m'a donné un premier projet à 10 000 euros. On était comme des oufs. On n'a jamais fait un projet comme ça, quoi. Le truc parfait, pas de bug, une documentation, 3 machins. Enfin, on en avait mis on avait fait des caisses, évidemment. Le coup d'après, on a eu un projet, je crois, à 40 000 euros, qu'on a globalement quand même moins bien fait que le premier de 10 000 euros, quoi. Parce qu'on commençait à prendre un peu la confiance. Et puis ensuite, on a eu un plus gros projet à 100 000 euros. Et je me souviens qu'au départ, je n'osais pas dire le prix de mes projets parce que j'avais honte, j'étais gêné, puis je me disais c'est énorme comme prix, 40 000 euros. Donc en gros, je disais ben on est à 600 euros jour, et puis il faut 20 jours ou 50 jours. Alors et les gars me disaient ça fait combien? Je sais pas, j'ai pas calculé, mais en fait j'avais très bien calculé, quoi. J'avais effectivement très bien calculé. Et donc voilà, et tout doucement avec l'argent des clients, et ben on a commencé à se prendre des salaires et on a mis un peu d'argent de côté. Et puis à partir de là, je me suis dit c'est bien beau de vendre de la prestation informatique, mais il y a une limite, c'est ma personne, c'est nos personnes, quoi. Parce que... Juste, je t'interromps. Qu'est-ce que disait ta mère à ce moment-là, au moment où tu es arrivé vers elle avec ta première réussite d'entreprise? Et ta sœur? Ah, mais maintenant, ma mère, elle m'a dit, je sais que c'est vrai que t'aurais pu te faire embaucher à la SNCF, ou que t'aurais pu être fonctionnaire, ou t'aurais pu être même maître de conférence. C'est vrai que j'aurais voulu ça, mais elle est très fière. Elle me dit, ouais, c'est vrai que je pensais qu'on n'était pas fait pour. Tu vois, un peu comme s'il y avait une forme de malédiction qui s'abattait ou une bénédiction en fonction de qui vous êtes et de quelle famille vous êtes issu. Et ben non, ben elle a beaucoup de fierté, mais ma mère, c'est la personne la moins objective possible avec moi, quoi. Je veux dire, quand je suis super de mauvaise foi, je vais la voir. Comme ça, je sais que j'ai une alliée. Je sais qu'elle est d'accord avec moi, que c'est toujours la faute des autres, donc c'est parfait. Donc non, ça va, elle est très très fière. J'espère qu'elle regardera pas ça. On lui enverra. Et donc tu décides de voilà, plus être dépendant de ton temps. Voilà, c'est ça. En fait, c'est les problèmes un peu de croissance, hein, et finalement d'une entreprise qui commence à fonctionner. C'est que je me dis, ben voilà, on embauche des gens, mais on se vend à la journée, on vend notre travail, on vend pas un produit. Je me suis dit, il faudrait que je trouve un produit. En fait, il faudrait que je trouve un produit, parce que si j'arrive à trouver un produit, ben, je vais pouvoir largement augmenter mes ventes. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti d'un besoin. J'avais un client qui était venu me voir, il était dans la téléphonie. Et à l'époque, il y avait les cartes de recharge prépayées. Vous savez, ces petites cartes plastiques qu'on gratte et qui vous donnent un code qui vous permet de téléphoner en prépayé. Et on était dans les débuts de la téléphonie et tout ça, on le voyait à peu près partout dans le monde. Et je me suis dit, c'est quand même dommage parce que sur cette petite carte prépayée plastoc qui arrive dans un magasin, un bureau de tabac en l'occurrence, elle est quand même à usage unique. Il y a toute une logistique, il y a toute une production. Et je me dis, la seule information qui est intéressante finalement, c'est le code. C'est le code qui est dessus, quoi. Et je me suis dit, on va essayer de dématérialiser ça. Et je vais l'imprimer sur le terminal de paiement qu'on retrouve chez tous les commerçants, puisqu'on savait développer des applications. On va dématérialiser ça. Et donc, on a lancé cette solution. J'ai été voir au départ évidemment en France, les opérateurs SFR, Orange et Bouygues, qui m'ont clairement dit que c'était bien, mais ils avaient déjà des cartes plastiques, et puis que jamais les clients n'allaient s'identifier à une simple facturette. Et moi, je leur ai dit, moi, si je regarde le besoin, votre client, il a besoin de téléphoner, quoi. Donc, en gros, ce qu'il veut, c'est pas avoir de rupture de stock, pas qu'on lui dise qu'il a plus la carte machin, il veut avoir le choix, quoi. Donc, je pense que moi, le vrai besoin du client, c'est de téléphoner, c'est pas d'acheter une carte, quoi. Et donc, ils m'ont envoyé paître en me disant que c'était très bien. Et du coup, j'ai été à l'étranger. Et là, on a cartonné. J'ai fait 35 pays dans le monde. Et puis... Attends, tranquille. Ah, j'étais un peu public, là. Donc, tu te prends des claques en France et... Ben, je me dis, c'est pas possible, ça doit marcher, ce truc. Donc, je commence à aller en Europe.
Et je vais voir. Tu vas où en Europe? Alors je vais d'abord proche, Belgique, Pays-Bas, Et concrètement, les pays tu de trouves l'Est. Et je vois les opérateurs téléphoniques et je leur dis est-ce que vous avez ce problème-là? Ils me disent oui, on a ce problème-là. Est-ce que ça vous intéresserait de dématérialiser? Génial, ton truc, c'est impeccable. Ils y vont à fond. Ils lancent, ils voient qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires et on commence à devenir les petites stars, quoi. Donc après, t'as tous les pays qui nous appellent. Donc on commence à. Alors on a été jusqu'à Dubaï, jusqu'en Arabie Saoudite, jusqu'au Fidji. On a fait aussi le continent américain, on a fait l'Afrique, etc. Et puis au bout de 4 ans, 5 ans, j'ai les opérateurs français qui me rappellent en me disant on a bien réfléchi, bon on est prêt maintenant. Et donc on a été installé partout en France aussi, à Carrefour, hein, etc. Mais voilà, on est arrivé 5 ans après la bataille. Donc ça a été mon premier succès. Après j'ai vendu cette société à une boîte américaine, ce qui m'a rendu retraité prématuré. Donc j'ai essayé, j'ai pris 15 jours dans un truc, comme on dit, Saras, tu sais, un truc grave, tu vois. 15 jours où t'as des nanas qui te mettent des fleurs dans ta chambre sans arrêt avec un talkie-walkie, tout ça, un truc incroyable, quoi. Et en fait, au bout de 8 jours, j'en pouvais plus puisque c'était les mêmes animations qui revenaient le soir. Et j'avais déjà fait une semaine. Et du coup, avec ma femme de l'époque, je lui dis viens, on se tire, j'en peux plus. Et donc, on a abrégé nos 15 jours de pré-retraite qui sont. Et donc après, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi. En fait, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire maintenant. Je pourrais m'arrêter de bosser, mais franchement, je vois pas trop ce que je vais faire. Et je me suis dit là pour le coup, je me suis dit j'ai envie de créer quelque chose qui soit beau. Pas que du business. Du business, je venais d'en faire, quoi. Donc, ça avait bien marché, mais je voulais créer quelque chose qui avait du sens. Et c'est pour ça que j'ai fondé le compte Nickel. Je me suis dit, je veux donner accès à la bancarisation. Alors là, on en parle avec les mouvements des Gilets jaunes, où les banques, elles se sont engagées à pas facturer trop de frais pour les personnes difficiles. Moi, c'était déjà dès le départ, je disais, je vois pas pourquoi on facture des frais, quoi. Puis je vois pas pourquoi on autorise les gens à payer avec de l'argent qu'ils n'ont pas, quoi. Donc, tout simplement, et par contre, je comprends pas non plus pourquoi on choisit à qui on va donner un compte bancaire et à qui on va pas le donner. Je vois pas pourquoi on sanctionne. Je vois pas pourquoi. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de refaire une solution simple, quelque chose de pur, de beau. Pas un truc où je te donne 80 € pour ouvrir un compte ou 160 €. Quelque chose qui coûte, parce que ça coûte, parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière, mais qui coûte à un prix modéré, avec un profit raisonnable, une forme de business moral, et puis qui permet de redonner un peu de dignité à tous ceux qui l'avaient paumé. Tous ceux qui étaient obligés, qui se retrouvaient avec du cash, à payer la cantine des gamins en cash, à toujours avoir un peu comme on dit l'archouma, à se dire mince, ou alors à pas oser sortir la carte parce que elle les stigmatise tout de suite. Et donc voilà, je me suis dit pour tout cela, je vais leur faire une promesse très simple avec une expression très simple, c'est que vous pouvez dépenser tout l'argent que vous avez jusqu'au dernier centime, puis pas un de plus. Et puis voilà. Et puis ça a été le début du compte Nickel. Et alors je m'étais dit, il faut que ça s'ouvre pour tout le monde, en 5 minutes, dans un bar tabac. Quand j'ai été voir les banquiers au départ et que j'aurais dit ça, ils m'ont dit, vous voulez pas retourner en retraite? Et j'ai été voir la Banque de France, qui elle m'a pris pour le coup au sérieux, en disant, moi je pense qu'on peut ouvrir un... Pareil, je suis revenu du besoin, parce qu'une fois qu'on s'intéresse à la banque, je me suis dit de quoi les gens ils ont besoin. Les gens ils ont besoin d'un compte bancaire pour se faire prélever, ils ont besoin d'une carte bancaire pour payer sur Internet, pour payer au Carrefour, pour retirer de l'argent en France et puis ils ont besoin des outils modernes qu'on a de pilotage, appli, PC, et c'est tout. En fait, quand je repartais du besoin, je me disais c'est tout. Ils n'ont pas besoin d'une banque, ils n'ont pas besoin d'un guichet, ils n'ont pas besoin d'un banquier qui va essayer de leur placer 15 trucs où t'as pas trop le choix parce qu'en plus t'as pas trop d'argent. Donc je me suis dit on a besoin que de ça, quoi. Et je suis reparti de là et j'ai bâti cette offre. Au départ j'étais tout seul. Je suis resté longtemps tout seul d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient mais c'est pas possible, ça marchera pas une banque, voilà, c'est une institution, on peut pas ouvrir un compte bancaire. Et moi je disais, je pense qu'il y a plein de gens qui sont exclus. Aujourd'hui, vous avez 6 millions de gens qui sont frappés par l'exclusion bancaire, qui devient d'ailleurs de l'exclusion sociale. Et je me suis dit, je suis sûr que cela, on doit être une vraie solution. C'était un véritable chemin de croix. Il a fallu 3 ans. C'était en quelle année la création? Ça a commencé de 2011 à 2014, parce qu'en fait, quand on ouvre des comptes bancaires, on est régi par la Banque de France. Donc, il a fallu aller voir la Banque de France, qui m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. On est d'accord sur le principe, mais il faut un dossier d'agrément. Alors, je leur avais envoyé, 25 pages. Ils avaient des questions sur chaque ligne. Donc après, j'ai envoyé 2000 pages. Après, ils avaient des questions. On a renvoyé 2000 autres pages.
Et puis au bout d'un an et demi, 2 ans, ils m'ont dit bah voilà, ah ouais, votre système il est parfait. On veut juste être sûr que vous ayez l'argent nécessaire au cas où il y aurait un problème. Donc il manque juste 8 millions d'euros et on vous donne l'agrément, quoi. Voilà. Donc tu iras bien. Donc à partir de là, et donc il était sous conditions suspensives. À partir de là, j'ai trouvé. Alors moi-même, j'avais investi, j'avais fait tapis, quoi. En fait, tout ce que j'avais gagné avant, je l'avais mis dedans. Et en fait, ça n'a pas suffi puisque le premier compte bancaire avait coûté 9 millions d'euros en fait, à créer pour le faire. Et donc après, je me suis entouré d'investisseurs, de gens divers, ce qu'on appelait des business angels au départ. Et on était, alors ça allait aussi bien de mon beau-frère, enfin pas très business angel, mais en tout cas, il avait quand même envie de mettre 1000 euros dedans. Donc il y avait mon beau-frère, puis après il y avait des gens plutôt de la planète financière. Et puis à la fin, on s'est retrouvé avec 140 actionnaires individuels qui ont permis de mettre ces 29 millions d'euros et de créer le premier compte nickel. Alors il y avait un grand pari sur ce truc-là, c'est comme je gagnais pas beaucoup d'argent, il me fallait beaucoup de comptes. Et en fait, il m'en fallait 100 000, quoi. Donc c'était le pari que je me disais, si j'arrive à convaincre 100 000 clients que mon produit il est bon, on arrivera à la rentabilité, on arrivera à faire un produit qui sera utile, un business moral. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un peu plus d'1 100 000 clients aujourd'hui. Donc, ouais, le pari est réussi, quoi. Ouais, merci. Plusieurs questions. Déjà, tu contactes la Banque de France, mais concrètement, ça se passe comment? Tu trouves le contact où? Sur leur site internet? En fait, c'est là où je m'aperçois que je suis inconscient, en fait. Parce que j'y vais, je leur dis, tac, voilà. Donc là, t'as 15 personnes qui te voient. Il y a personne qui te parle tant que le chef, il est pas venu. Quand le chef rigole, t'en as 15 qui rigolent en même temps. Quand le chef, il fait la tête, t'en as 15 qui font la tête en même temps. Et donc, tu te retrouves là et je leur dis, voilà, j'ai envie de faire ça, quoi. J'ai envie de faire ça. Dites-moi, je connais pas je suis pas banquier, je connais la banque d'un point de vue technique. Alors ils m'ont dit, c'est le code monétaire et financier. Donc je dis ok, je vais trouver le code monétaire et financier. Je me suis lu c'est pas super marrant, mais je me suis lu le code monétaire et financier pour voir tout ce que je devais faire. Et puis en fait, on a travaillé ensemble, on a réellement travaillé ensemble. Et puis jusqu'au jour où 3 ans après, ils disent vous m'avez l'air d'être vraiment déterminé. On n'a plus d'autre choix que de vous donner l'agrément et de vous autoriser à exercer. Donc voilà, ça a été fait. Donc au départ, t'es le premier de cordée, donc t'es tout seul. Puis après, t'as un deuxième, un troisième, un quatrième. Et ton associé, t'as trouvé, tu dis que t'es resté seul assez longtemps, mais t'as trouvé un associé ouais, après quelques années? On était 4 fondateurs. Enfin, on a commencé au départ avec 4 fondateurs. Alors j'avais mon copain de mon copain de guerre qui était Michel Calmeau, avec qui on a fait toute la partie technique, tout ce qui était agrément, etc. Et puis ensuite, je me suis dit, il me faut un banquier, quoi. Il faut un banquier un peu. Et j'ai trouvé Hugues Lebray, qui était je me suis dit, faut que j'ai un banquier un peu défroqué, quoi. Alors lui, s'était fait gicler de la Société Générale à l'époque de Kerviel, parce qu'il avait écrit un bouquin sur Kerviel. Je me suis dit, parfait, vu que je suis quand même super à l'opposé, je pense que ça serait pas mal de l'avoir. Et donc j'ai été le voir en lui disant, écoute, voilà, j'ai ce projet-là. Il me dit, c'est alors il était consultant, il traversait le désert, lui, parce qu'il y a plus personne qui lui parlait, parce que dans ces milieux-là, une fois que tu t'es fait gicler, il y a plus personne qui te parle, quoi. Tu vois, on sait jamais au cas où ça serait contagieux. Tu vois. Et en fait, j'ai dit voilà, il me dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu veux que je sois consultant? Je lui dis non, je veux que tu t'associes ou sinon j'ai pas besoin de toi, quoi. Si t'es consultant, ça va durer des années. Donc soit tu t'associes et il m'a dit tape là. Et puis donc voilà, et j'ai eu Globreak qui m'a dès le début, c'était clair pour toi que ta motivation, elle venait du nombre, elle venait du volume, elle venait du fait d'impacter beaucoup de personnes? Je voulais vraiment je voulais réparer une injustice, quoi. Je trouvais ça injuste. Je le trouve encore injuste, hein, le système financier est injuste, hein. Mais la relation banquier-client, je la trouve complètement injuste. Parce que pour moi, il y a 2 coupables. D'accord? T'as le banquier qui te faut ses trucs, et puis il y a l'autre qui souscrit aussi. Il faut pas être, quand t'es interdit bancaire, t'es pas interdit bancaire pour rien. Tu vois, t'es interdit bancaire parce que t'as dépensé de l'argent que t'avais pas. Tu vois? Je me dis, il y a 2 coupables, mais il y en a qu'un qui paye, quoi. Et c'est toujours le même. Donc voilà, je voulais inverser ça. Les banques n'y ont pas du tout cru au départ. Ils m'ont dit vous allez vous planter. Enfin, comme dirait ma grande sœur, c'est bien, au moins t'auras essayé. Ils m'ont dit vous allez vous planter. Et puis ensuite la BNP, elle a racheté ça en 2017 et ça s'est fait super vite. Et quand j'ai été les voir rue d'Antin c'était super confidentiel. Je suis arrivé et les gars m'ont dit bravo. On n'y croyait pas, bravo. Ils m'ont dit aussi faites pas style que le prix vous convient pas. J'ai dit, j'ai rien dit. Et je leur ai dit, je vous rappelle que c'est quand même vous qui m'avez interdit bancaire il y a 20 ans. Et que j'ai quand même été bien dédommagé. Et donc, je vous en remercie. Voilà comment ça s'est fini avec la BNP.
Est-ce que à un moment lors de ce rachat, j'avais entendu ton associé raconter l'histoire dans un club d'entrepreneurs. Je sais que ça allait très vite. Est-ce qu'il y a un moment, tu as eu un doute, tu t'es dit non, je veux garder mon bébé, je veux impacter encore plus de personnes, je vais aller dans d'autres pays? Non, j'ai 2 bébés, ils s'appellent Emma et Nina, et elles sont assez grandes maintenant. Non, elles sont plus du tout, elles ont 16 et 12 ans. Non, il y a un moment, il faut savoir lâcher. Il faut pas être égocentrique là-dessus. J'avais réussi mon pari. Voilà, j'avais réussi mon pari. Si j'avais continué à vouloir absolument coûte que coûte garder cette boîte, déjà pour plein de raisons, j'en avais pas envie, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer. Donc une fois qu'il y a 300 personnes, des syndiqués, des syndicats, tu te retrouves à faire des trucs, ça y est, ça m'amuse plus moi. Alors il y en a que ça éclate, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une équipe qui a bien l'habitude de ça et qui ont d'ailleurs bien structuré. Et je pense que ça aurait été dommageable pour Compte Nickel si j'avais continué, parce que j'en avais pas la capacité et puis j'en avais surtout pas l'envie, quoi. Voilà, moi je trouvais ça sympa de monter de 0 à 300 000 clients ou 400 000 clients, je crois, quand on a vendu. Et après pour moi, c'était l'envol nécessaire du Compte Nickel. C'était pas à moi de faire ça, c'était aux banques de le faire. C'était pas à moi, et donc ça me paraît être justice que ça revienne dans le giron des banques et que ça soit gardé intact. Et d'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit, il faudra le garder intact parce que sinon vous vous ferez sanctionner, quoi. Tu cèdes à la BNP, t'es reparti une semaine avec ta femme au même endroit ou... Non. Alors là, non, je cède à la BNP. Non, pire. Non, attends, c'est pire en plus. Non, je divorce et j'achète un camping-car. Donc, voilà, c'est te dire que vraiment je me cherchais, comme on dit. Donc non. T'es allé où avec le camping-car? Alors là, j'ai fait toute la côte ouest de la France. De Brest jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. C'est très sympa, je vous le recommande. On a un très beau pays, je vous le recommande. Donc j'ai fait voilà, je me suis un peu baladé en camping-car, j'ai retrouvé mon amour de jeunesse, enfin voilà, et je me suis dit bon, il va quand même falloir. Alors j'ai regardé tous les programmes télé qui existaient. Tous les téléachats, je connais tous les derniers produits. J'en ai acheté aucun, mais je les regarde. J'ai attendu, puis je me suis dit en fait, dès que j'ai été un peu médiatisé, j'ai vu plein de gens qui sont venus me voir avec, ils me demandaient des conseils, ils me disaient voilà, j'ai ce projet-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, j'ai vu que à 95%, les problèmes étaient toujours un peu les mêmes. Alors déjà, soit on a peur parce que peut-être l'entreprise c'est pas fait pour toi. Peut-être, voilà, il y avait beaucoup d'écueils que je voyais dès le départ à la création, et les mêmes écueils que j'ai fait moi. Je veux dire, quand j'ai créé ma boîte, je savais pas pourquoi. Je me suis associé avec des mecs parce que c'était des copains. Tu vois, donc c'est pas la meilleure raison d'association. On savait pas quoi vendre, et puis donc finalement il a fallu que j'attende 1 an et demi qu'on dépense tout le capital pour me remettre normalement à monter ce que j'aurais dû monter dès le départ, une SS2I, quoi. Faire quelque chose que je savais faire. Et donc je me suis dit j'ai envie d'inspirer, j'ai envie d'aider, j'ai envie de vulgariser l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat ça s'apprend pas qu'à HEC. D'ailleurs je suis même pas sûr que ça s'apprenne bien à HEC. D'ailleurs je suis même pas sûr pour le coup, mais en tout cas ça s'apprend pas. C'est quelque chose que tu apprends quand tu crées ton entreprise. Donc souvent la deuxième, elle est un peu meilleure que la première, la troisième, etc. Et je me suis dit, il y a quelques clés à connaître. Il y a beaucoup de bon sens aussi à avoir. Et j'aimerais bien transmettre ça. J'aimerais bien inspirer un maximum de gens avec ça, parce que je trouve que créer quelque chose, entreprendre, pour le coup là si on prend l'entreprise, c'est une vraie source de libération. C'est une vraie source de réalisation. Et je pense que quand je vois la société, comment elle évolue, les gens, ils ont envie de faire quelque chose qui a du sens. En tout cas, c'est un bon point de départ pour faire quelque chose qui a du sens, comme moi je l'ai fait par exemple avec le Compte Nickel. Voilà. Et je voulais inspirer un maximum de gens. Donc je me suis dit, on va essayer de faire une petite vidéo, parce que les gens, ils regardent souvent des petites vidéos sur lesquelles on va prendre les quelques points clés. On va essayer de vulgariser ça. On va prendre un vrai projet concret dans l'entreprise. Et puis on va en faire un peu le tour pour voir là où c'est fort, là où c'est moins bien. Parce que forcément, quand on le regarde de l'extérieur, on voit mieux. Et voilà, donc c'est ça que j'ai voulu faire en créant la méthode Boule à Noir, c'était de faire quelque chose qui allait inspirer tous ceux qui se disent un jour pourquoi pas moi, comme moi un jour je me suis dit pourquoi pas moi. Et les chiffres sur la méthode Boule à Noir, c'est combien de vidéos qui ont été diffusées jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui on est à 13 vidéos, donc c'est une diffusion hebdomadaire. 13 vidéos sur internet, sur le Bouquet Canal, ouais. Avec c'est produit en collaboration, en coproduction avec
Première fois production, qui est la boîte de Mouloud Achour. Donc je lui ai demandé, voilà, j'ai été le voir, j'avais eu une interview avec lui et ça s'était très très bien passé. J'avais trouvé ça très très feel good, très calme, très agréable. Et du coup, je me suis dit, ben ça serait bien de faire un support déjà vidéo pour inspirer. Et du coup, j'avais été le voir et je lui ai dit, est-ce que ça te dirait de me rejoindre dans ce projet? Il m'a tapé dans la main et puis voilà. Et l'idée de Riyad, c'est de montrer des parcours d'entrepreneurs, montrer des manières de créer des entreprises, mais très concrètes, de pas être. C'est de prendre un cas réel, hein, donc ça va aussi le bien. marchand d'art. Voilà, ça va être aussi bien. Là, le dernier épisode, c'est un couple qui distribue des jus bio, donc des cocktails avec. Alors ils ont plein de problèmes parce qu'ils sont ce qu'on appelle dans la crise de croissance, c'est-à-dire que ils lavent les légumes, ils vont les livrer, ils font tout en fait. Ils font trop de choses maintenant, ils font trop de choses et donc ils sont débordés. Donc ça va être des situations comme ça. On a une pet-sitter qui voulait démarrer et qui savait pas comment démarrer, si elle devait monter une SAS pour être pet-sitter. Voilà, on prend plusieurs cas comme ça, d'entreprises soit déjà établies, soit qui vont s'établir, qui ont un problème ou qui n'en ont pas, qui ont envie de grossir, qui ont envie de... Et puis on regarde et on fait un tour ensemble. Et puis j'essaye de leur donner les meilleurs conseils que je pourrais donner. Alors, évidemment, je pense que ça parle à pas mal de gens qui sont ici, puisqu'on on est un peu dans le même moule quoi avec Riyad. On essaye de montrer des exemples d'entrepreneurs très concrets quoi, vraiment du très très pratique, pas d'être dans le top 100 challenge non, c'est pas le but, success stories françaises, mais être dans la réalité des gens quoi. Quand vous arrivez au Théâtre Apollo, vous croisez des tonnes d'entrepreneurs le long du trottoir quoi. Je veux dire, c'est des entrepreneurs, hein. L'entrepreneur, ça n'est pas forcément que le CAC 40, c'est pas forcément Steve Jobs, c'est pas forcément les licornes. L'entrepreneur, c'est déjà celui qui crée déjà son propre job, c'est déjà créer une richesse quoi. Exactement. Et donc pour ceux que ça peut intéresser, on a essayé de créer du contenu ensemble avec Live Mentor et la méthode Boule à Noir, et donc on va leur renvoyer le cargo de projets, de présentations d'entrepreneurs dans un, je sais pas, on va peut-être faire un grand booklet, un grand Wikipédia, un annuaire des projets. Et je pense qu'effectivement, il faut encourager au maximum toutes ces initiatives. Il faut diffuser ce contenu-là parce que aujourd'hui, par exemple, si tu veux te lancer en tant que décorateur d'intérieur, il y a rien qui existe sur Internet. Non, c'est une vraie jungle. En fait, c'est une vraie jungle parce qu'on a déjà un peu l'angoisse de se lancer. Hein. Quand on est au départ, on sait pas. Et puis pour peu qu'on ait une maman et une grande sœur comme la mienne qui disent vas-y, tu vas te planter, on peut pas dire qu'on soit super soutenu. Et même des fois, quand on est soutenu, on est peut-être soutenu à tort. Quoi. On est peut-être soutenu à tort parce que notre entourage, il peut être en toute bienveillance, il peut être de mauvais conseils. Il peut être de mauvais conseils. Donc moi, mon idée, c'était de repartir du besoin. Et c'est ce qui est en rédaction actuellement. Là, on est en train de rédiger un livre qui va prendre, alors sur lequel il y aura évidemment les premiers conseils pour on va dire les écueils à éviter pour monter une société. Mais après, vous aurez 96 cas pratiques. C'est-à-dire aussi bien pour être pet-sitter, ouvrir un office notarial, devenir détective privé, ouvrir un bar à thème. Enfin voilà, vous avez 96, ouvrir une pension féline canine, pardon, pas caline. C'est bête, il était passé normalement. Je sais pas pourquoi je l'ai relevé. Voilà, vous avez 96 fiches sur lesquelles on vous met les sites web, les 10 sites web principaux, où se former, les syndicats, les organisations, où s'informer, où s'inspirer, etc. pour avoir un point d'entrée. Donc ça va être commercialisé sous la forme d'un livre, dans lequel donc vous aurez une quarantaine de pages de conseils au départ, une forme de méthode à suivre, qui s'appelle forcément la méthode Boule à Noir, et 96 fiches derrière qui vont prendre l'ensemble, alors aussi bien pour développer une application mobile ou voilà. Tous ces cas-là, avec un point d'entrée, directement on part du besoin. Vous pouvez regarder ça, vous consulter, vous inspirer, vous allez farfouiner, puis une fois que vous êtes prêt, vous pouvez vous lancer. Magnifique. Voilà. On va prendre une question. Anna, premier rang. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc déjà, je connais pas du tout la méthode Boule à Noir et je vous connaissais pas avant aujourd'hui. Bon, ça va. Voilà, mais du coup, justement, ce que vous disiez sur le fait de faire des vidéos, d'inspirer les gens et tout, je voulais vous dire que j'avais adoré vos petites histoires et je trouve que c'est juste, ça fait un peu rêver en fait votre parcours. Et je voulais justement vous demander. Vous avez le droit de rêver.
Comment? Il faut pas s'interdire de rêver. Vous avez le droit Voilà. de rêver. J'espère Oui. que j'en inspire plein. Parce que c'est pas si compliqué, quoi. Et ben justement, c'est une question par rapport à ça. Quand, par exemple, vous racontez que vous allez voir les banques et qu'elles vous disent, bah non, il faut lever, je sais pas, 8 millions d'euros, ou alors qu'on vous dit, non, ça m'intéresse pas du tout votre projet. Comment vous faites, en fait, pour continuer à y croire et de pas baisser les bras et vous dire, bah non, je vais trouver une autre Et solution. vous savez, ceux qui vous disent non, ceux qui vous disent tu vas te planter, comme j'ai pu avoir même d'un point de vue familial, ils ne font qu'éprouver votre détermination. Donc si vous y croyez vraiment, moi la banque qui m'a dit mais ça marchera jamais, je lui ai dit mais moi je suis désolé, jusqu'à mon dernier souffle j'y croirais, jusqu'à temps de voir que ça marche pas vraiment par A plus B, mais j'y croirais. Donc si t'es convaincu, on va juste éprouver ta propre conviction et ta propre détermination. Donc, soit ton projet, soit tu admets et tu dis, bah, mon projet, finalement, ils ont raison, ce qu'ils me disent. C'est vrai que ça peut pas y aller. Soit vraiment, tu te dis, bah non, moi, j'ai beau tourner tout autour, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Et je me rappelle, c'est ce que j'avais dit au lancement du compte Nickel. Il y avait, je crois, Libération qui m'avait interviewé et je leur ai dit, je comprendrais pas que ça marche pas. Mais si ça marche pas, bah, il faudrait que j'essaye de comprendre, mais je comprendrais pas pourquoi ça marcherait pas, quoi. Voilà. C'est tout. Donc en fait, sache une chose, c'est que tout ce qu'on met, toutes les entraves que tu peux avoir dans ton parcours d'entreprise, finalement, elles ne sont là que pour éprouver ta propre détermination. Donc à toi d'être au-dessus de ça. Voilà. Okay, merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci d'avoir été avec nous. Merci vraiment, vraiment. Merci. Et la date de publication du livre? En début d'année. Début d'année. Ouais, Bon, tout début d'année. Merci encore une fois. Merci.